La croix pommetée, vidée et cléchée à 12 branches, appelée actuellement croix occitane, a une longue histoire. L'apparition de cette croix remonte probablement au tout début de notre ère et à son origine chez les premiers christianisés orientaux. En effet, on a retrouvé sur des monuments de l'Empire byzantin ce qui préfigure la croix pommetée telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a pu lire que l'origine de cette croix venait de la famille de Vénasque, et en particulier le motif qui orne la pierre tombale de Geoffroy de Vénasque, une croix cléchée dans l'abbaye de Sénanque. Ce tombeau abrite probablement la dépouille d'un Geoffroy, vassal de Raymond VII, alors que celui-ci était propriétaire de ces terres. Une soixantaine d'années plus tard, car la fondation de Sénanque est postérieure à la première croisade et date de 1148. Autre hypothèse concernant Vénasque, c'est l'emploi de la croix par saint Siffrin, évêque de Vénasque depuis 530, mais aucune preuve ne vient étayer cette thèse. Quant à François de Thézan, autrefois enterré dans l'église de Vénasque, et dont la pierre tombale se trouve dans le baptistère de Vénasque, si on en croit la chronique de César de Notre-Dame en 1603, il s'agirait lui aussi d'un vassal des comtes de Saint-Gilles. Le baptistère a été remanié au XIIIe siècle, le dôme, les colonnes et les chapiteaux remplacés. L'église, elle, a été construite plus haut de quelques mètres. Il ne reste que peu de traces de la crypte primitive. Autre conjecture, s'agissant d'une prétendue croix des Bosonides, on a vu apparaître récemment une fiction prétendant que Boson Ier et sa famille seraient les premiers utilisateurs de la croix pommetée. La découverte de monnaies de Boson et la similitude de dessins dans les différents ateliers monétaires utilisés par les rois d'Arles et les monnaies des Carolingiens viennent ruiner ces supputations. L'origine de cette croix provient plus probablement de cette enluminure du IXe siècle qui ornait le parchemin destiné à Basile Ier, empereur byzantin. Cette enluminure représente le songe de Constantin en 312. Dieu lui apparaît en lui montrant comment défaire son ennemi Maxence lors de la bataille du pont Milvius. Il semblerait que l'usage du sceau vienne de Mésopotamie, puis adopté par l'Empire byzantin et par les Romains qui l'utilisaient sous forme d'un sigillum, bague de scellement. L'usage en a ensuite été poursuivi par les papes romains. S'agissant du sceau de Raymond de Saint-Gilles, il aurait été le premier sceau connu en Europe occidentale. Il apparaît sur une charte donnée à l'abbaye de Saint-André d'Avignon en 1088. Toutefois, cette charte est considérée par beaucoup d'auteurs comme falsifiée, au motif d'une impossibilité concernant la date, 1088, date à laquelle Raymond IV n'aurait pas encore été souverain de ces contrées. Or, nous verrons plus loin qu'il avait acheté à son frère l'apanage qu'il détenait déjà auparavant. Ce qui paraît faux par contre, c'est le sceau en plomb, marqué d'un emblème qu'il n'aurait utilisé que 8 ans plus tard lors de la croisade. En novembre 1095, le pape Urbain II vient à Clermont d'Auvergne prêcher une croisade pour délivrer les lieux saints. De nombreux grands féodaux sont présents et promettent de se croiser au cri de Deolvold. Les émissaires de Raymond Saint-Gilles sont présents et engagent leur maître. Urbain II, pape originaire du Champenois, a reçu des informations de l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène qui signalait les persécutions faites aux chrétiens d'Orient. Urbain II continue en 1096 son périple sur les terres d'Oc. En juillet 1096, il est à Nîmes, où le 6 juillet s'ouvre le concile. Le pape consacre l'église de Nîmes à la Vierge Marie. À cette occasion, Raymond de Saint-Gilles décide une donation en faveur de cette église
Les travaux de la future cathédrale n'ont semble-t-il pas commencé, et Raymond promet d'en payer les travaux. Il se fiance avec l'église de Nîmes, et de plus abandonne ses droits sur Saint-Gilles et la vallée flavienne. On peut cependant imaginer que cette décision n'est pas sans arrière-pensée. Comme beaucoup de grands féodaux, il a déjà eu maille à partir avec la papauté, et a lui-même été excommunié. Ces terres riches du Proche-Orient attisent les convoitises, ainsi que le contrôle des grandes routes du commerce. On verra plus tard la lutte âpre que se sont livrés les protagonistes pour le contrôle des villes et des régions, et en particulier avec Godefroy de Bouillon, duc de Lotharingie. Devant l'abbé Odilon et ses moines, il fait la déclaration suivante. Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, à l'honneur et révérence du Dieu unique, en trois personnes, de la bienheureuse et sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, de tous les esprits célestes, des bienheureux apôtres, Pierre et Paul, et de tous les saints, et en particulier du très saint confesseur du Christ, Gilles, moi, Raymond, par la permission divine, comte de Toulouse et de Rodez, qui était Raymond de Saint-Gilles, deuxième fils de Ponce, comte de Toulouse. Les deux fils de Guillaume IV meurent jeunes. Il se retrouve sans succession et vend à son frère Raymond IV de Saint-Gilles le comté de Toulouse vers 1087. Urbain II comprend bien que l'entente ne règne pas entre ces grands féodaux. Leurs armées, qui ne parlent pas la même langue, devront cheminer séparément et avoir des signes de ralliement distincts. C'est alors qu'Urbain II donne cette croix à Raymond de Saint-Gilles, croix que Raymond va faire coudre sur des bannières de drap rouge. L'armée des Provençaux, c'était le nom qu'on donnait à l'époque aux gens de Languedoc. Cette armée va s'élancer à la fin d'octobre 1096, sous la direction d'Adhémar de Monteil, évêque du Puy. La légende voudrait que la bannière de Raymond de Saint-Gilles ait flotté pour la première fois après la prise d'Antioche, fin juin 1098. Légende relayée par des auteurs anciens, Ducange, Don de Vic et Don Vessette en particulier. L'usage des blasons ne va intervenir que bien après la croisade, et Raymond de Saint-Gilles, qui va mourir en 1105, ne l'a pas encore adopté. Bertrand, son fils, qui lui a succédé en 1096 sur le trône comtal, ne l'utilisera pas non plus. Alphonse Jourdain, le fils de Raymond de Saint-Gilles, né en Palestine, pourrait être le premier à avoir utilisé ce blason. Son fils, Raymond V, le premier, généralisera son emploi, suivi de Raymond VI et de Raymond VII. Le premier dessin de cette croix va apparaître par contre sur les pièces de monnaie des occupants du comté de Tripoli. Le Proche-Orient a été partagé entre les trois grandes armées. Les Provençaux de Raymond de Saint-Gilles et ses successeurs vont très vite adopter ce signe sur leur monnaie. Et cela n'interviendra que plus tard sur les terres provençales, sur les monnaies du marquisat de Provence, mais aussi sur celles des évêques d'Embrun et d'Apt. Les comtes de Saint-Gilles de Toulouse ne l'ont pas utilisé ailleurs sur leur monnaie hors Provence. Une autre utilisation par les comtes, en fauconnerie, le blason apparaît sur une vervelle, petite médaille qui était attachée à la patte des rapaces qui chassaient. Les vassaux des comtes de Saint-Gilles de Toulouse utilisèrent la croix sur leurs armes, leur monnaie ainsi que sur leurs sceaux.
Cette croix fit son apparition dans la République de Pise, semble-t-il également au retour de la croisade. Les Pisans combattirent aux côtés de Raymond Saint-Gilles et de Guillaume de Sabran pour la prise de Tripoli. Quand l'église de Nîmes a-t-elle utilisé ce symbole? Probablement en même temps que la famille des Toulouse. Était-ce grâce à Alphonse Jourdain quand il rentre à Beaucaire, à la mort de son frère Bertrand? Bertrand qui va retourner au Liban, où il trouvera la mort à son tour. Alphonse retournera aussi en Palestine et y sera empoisonné. Seul son fils, Raymond V, est enterré dans la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor. L'église ayant été plusieurs fois ruinée lors des guerres de religion, il ne subsiste pas de signes des donations comtales de cette époque. Les premiers documents montrent au XVIIe siècle l'adoption de cette croix par le chapitre de Nîmes. Puis la croix du chapitre est créée, elle ressemble étrangement à la croix cléchée. Enfin, et encore de nos jours, plusieurs rappels du soutien des Raymond de Saint-Gilles perdurent dans l'église. De nos jours, malgré les efforts continuels des gouvernements jacobins qui se succèdent depuis 1793 pour éradiquer toute trace contraire au grand roman d'unité nationale franque, ce signe est pour beaucoup d'Occitans une occasion de montrer leur appartenance à une culture nationale occitane. La France lutte depuis la Troisième République contre les langues nationales des pays occupés et grâce à la complicité de ces hussards noirs de la République, elle y parvient avec succès. Cette entreprise a été efficacement relayée par les grands médias nationaux français, qu'ils soient d'expression écrite, radiophonique ou télévisuelle. Malgré tout, la croix occitane reste notre meilleur signe identitaire, un signe de paix et d'espoir.